Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir Fanny Guinochet, journaliste à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et Laurent Guimier, bonsoir. Bonsoir Adeline. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir une déclaration de politique générale avec des mots particuliers. Les mots que le PS attendait pour ne pas censurer le nouveau gouvernement. Suspension dès l'automne de la réforme des retraites. Sébastien Lecornu les a prononcés, ces mots. La non-censure est-elle garantie et à quel prix ? Eh bien, on va en parler dans un premier temps avec Stéphanie Despierres, journaliste à LCP, John Christopher Roland, constitutionnaliste et maître de conférences à l'Université de Paris-Nanterre, et Wally Bordas, journaliste parlementaire au Figaro et auteur du livre Palais Bourbier qui vient de paraître chez Robert Laffont. Nous sommes également avec Yvan Ricordeau, secrétaire général adjoint de la CFDT en charge des retraites. À suivre à 20h, quelle histoire avec Laurent Guimier. Et à propos de ce discours, je vais vous parler un peu du style Lecornu, qui s'affine, parler peu, parler cash, quitte à parler beaucoup de la présidentielle, ce qu'un Premier ministre ne fait jamais en pareilles circonstances. Et nous poursuivrons la discussion dans la deuxième partie de Chaque Voix compte. Place à la question qui fâche. La survie du gouvernement Lecornu est-elle garantie ce soir ? On posera la question à Violette Spilbout, députée EPR du Nord, Océane Godard, députée socialiste de Côte d'Or, et Gaëtan Dussaucet, député RN des Vosges. Nous attendons évidemment vos questions ou vos réflexions en flashant le QR code que vous voyez à l'écran. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. 30 minutes. La déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu a donc duré 30 minutes avec une anaphore. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Il l'a dit à 7 reprises. Alors avant de parler du fond et d'entrer dans les détails, je voudrais d'abord avoir votre première impression ce soir à tous les trois. Comment avez-vous trouvé le Premier ministre sur la forme ? Sur la forme, sobre, ouvert à la discussion et semblant vouloir laisser la place au débat parlementaire, tout simplement. Stéphanie Despierres, on a retrouvé le chaudron de l'hémicycle cet après-midi, ce Premier ministre. Et le contraste, c'était que Sébastien Lecornu, en effet, paraissait très calme, très carré, très clair, et qu'il savait, semble-t-il, vraiment où il allait et que jamais il ne s'est laissé emporter par ce chaudron. Wally Bordas, Sébastien Lecornu, c'est un taiseux. On sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas s'exprimer en public. Est-ce que vous diriez qu'il a réussi ce baptême du feu ? Il n'aime pas s'exprimer en public, mais pourtant il le fait très bien. C'était clair, c'était efficace, c'était sans fioriture et il est allé à l'essentiel pour le coup. Alors si vous n'avez pas suivi cette déclaration de politique générale et les réactions qui l'ont accompagnée, eh bien c'est Marion Becker qui se charge de nous résumer cette journée en 2 minutes pour comprendre. C'est le point de bascule, l'annonce tant attendue. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Le Premier ministre assoit son socle et s'engage auprès des socialistes. Sous les applaudissements de plusieurs députés de gauche, dont François Hollande et Olivier Faure, sous le regard impassible et vigilant du président du groupe socialiste, Boris Vallaud. C'est une fissure dans le dogme macroniste. Nous prenons cette situation pour une victoire autant que pour un premier pas qui permet d'envisager les suivants, le blocage et l'abrogation. Avec cet engagement, la censure s'éloigne d'un fil seulement. La France insoumise et le Rassemblement national restent fermes. Dites-le-vous bien, Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes dupes de rien. Nous ne sommes pas achetables, nous ne sommes pas négociables, ni via la proportionnelle, ni via l'arrêt des horloges. Les Insoumis proposent une voie de sortie de cette crise. Votre censure d'abord, le vote d'une loi spéciale ensuite permettant de reconduire momentanément les budgets pour l'année à venir. Et puisque le compte à rebours du départ d'Emmanuel Macron est lancé, il faudra en passer par la démission ou la destitution du président. L'autre promesse de Sébastien Lecornu confirmée cet après-midi, c'est le renoncement au 49.3. Et la surprise, c'est ce retour au parlementarisme. Ce que je vous propose, c'est de trouver un chemin commun malgré les divergences. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Là encore, c'est une rupture. Un tournant tant sur la forme que sur le fond pour redonner sa place au Parlement. Il a dit une autre chose très importante, Sébastien Lecornu, cet après-midi. Soit on change, soit on sera changé. Le dégagisme, c'est ceux-là. Ceux qui s'agrippent aux postures disparaîtront. Wally Bordas, vous diriez que c'est une refondation ce soir de la pratique du pouvoir ou une impasse politique annoncée ?
C'est une refondation risquée, en tout cas, parce que se passer du 49-3 dans l'Assemblée nationale, séparé en 3 que l'on connaît, c'est un risque inédit depuis qu'on a cette tripartition. Et ça va être, les discussions budgétaires vont être très compliquées, vont être très serrées. Ça va être la foire aux amendements un petit peu foireux, avec probablement du Rassemblement national très mobilisé qui va arriver à faire voter certaines de ces mesures. Des insoumis très mobilisés, on a l'habitude de les voir en surnombre dans l'hémicycle lors des soirées budgétaires. Et au milieu, des macronistes qu'il va falloir, s'ils souhaitent éviter une hécatombe avec des amendements complètement fous, très mobilisés, ce qui n'a pas du tout été le cas ces dernières années. Stéphanie Despierres, vous avez passé l'après-midi dans la salle des 4 colonnes, avec les députés qui entraient et sortaient dans l'hémicycle. Est-ce que le discours de Sébastien Lecornu remet vraiment le Parlement au cœur de tout ? Oui, clairement. La censure semble écartée pour cette semaine, puisque, a priori, le PS ne la vote pas, même s'il y a quelques députés PS qui pourraient quand même la voter. Donc le Parlement va être au centre du jeu, notamment parce que ça, c'est une première étape, qu'il n'y ait pas de censure cette semaine. Mais après, il y a tout le débat budgétaire qui commence. Et là, comme le disait Wally Bordas, ça va être long, ça va être compliqué. Et un député macroniste me disait, en fait, on a une première étape, mais la fin de l'histoire budgétaire, elle va être compliquée. Donc on va voir ce qui se passe tout au long de l'automne, et surtout ce qui se passe début décembre, au moment où le compte à rebours du 31 décembre pour avoir un budget sera déjà plus ou moins dans le rouge. John-Christopher Rolland, le renoncement au 49.3, est-ce qu'un budget peut vraiment être voté par le Parlement dans la configuration dans laquelle il est aujourd'hui ? Est-ce que vous y croyez ? Alors, ça va dépendre. Alors, comme la suite de votre question, c'était dans la configuration actuelle du Parlement, effectivement, ça me semble quand même difficilement tenable. Alors, il faut noter quand même qu'il y a d'autres instruments entre les mains du gouvernement, notamment le vote bloqué, qui peut permettre aussi d'avoir une certaine forme d'accélération sur le délai. Mais pardon, quand le chef du gouvernement renonce au 49.3, d'une certaine façon, il renonce au vote bloqué ou c'est pas induit ? C'est pas forcément induit. Ça l'est quand même dans la forme du discours qu'il a tenu aujourd'hui. Donc, on peut penser effectivement qu'il redonne vraiment la main au Parlement sur cette histoire. Puis il va y avoir aussi la position du Sénat entre les deux, parce que c'est une majorité LR, et quand même, alors on en discutera tout à l'heure, donc je ne veux pas trop m'avancer sur ce point-là, c'est qu'on a quand même des députés LR qui ont accompagné la copie avec des arguments et des menaces apocalyptiques, et notamment sur la réforme des retraites, qui risquait d'entraîner la France dans sa chute. Là, on parle de 3 milliards simplement, pour le chiffre est quand même assez grand. Pour l'IFRAP, ça sera 100 000 milliards, mais il y a quand même quelque chose qui fait que, pour l'instant, l'équilibre est quand même éphémère. Ça reste fragile. C'est entre les mains du Parlement. On voit que la dissolution fait peur. Ça, c'est une donnée aussi, on aura l'occasion on pourra revenir dessus. Mais c'est difficile de faire des paris. En tout cas, il y a un ensoleillement pour l'instant, il y a une éclaircie. Mais Wally Bordas, vous connaissez par cœur les rouages et les petites discussions dans les coulisses du Palais Bourbon. Vous les racontez très bien dans Palais Bourbier, d'ailleurs. Vous imaginez un instant que cette Assemblée nationale que vous observez finement puisse s'entendre pour arriver à voter un budget avant le 31 décembre ? Franchement, ça me paraît extrêmement compliqué. Déjà parce qu'il va y avoir, je pense, beaucoup d'obstructions parlementaires, beaucoup de débats à rallonge, donc ça va prendre du temps. Ensuite, parce que la copie va être revue au Sénat, où la majorité sénatoriale n'est pas pour la suspension de la réforme des retraites, n'est pas pour l'augmentation des impôts et des taxes. Et ensuite, parce qu'il va y avoir cette fameuse potentielle commission mixte paritaire où 7 députés, 7 sénateurs vont se réunir pour tenter de trouver un accord. Et là, ça va être compliqué parce que finalement, on a un accord de non-censure ou presque de non-dissolution, mais entre des personnes qui ne sont pas du tout d'accord sur que ce soit la fiscalité ou la suspension de la réforme des retraites. Donc tout cela me paraît un équilibre très difficile à maintenir. Alors, arrivons à cette suspension de la réforme des retraites. D'abord, pour qu'on comprenne bien, Stéphanie Despierres, quelle est précisément l'option choisie par Sébastien Lecornu ? Parce qu'on savait que le Parti socialiste attendait les mots magiques.
Quelle est exactement la forme de suspension qu'il a décidée? Alors, il a décidé ce que le PS demandait, c'est-à-dire la suspension immédiate de la réforme des retraites. C'est-à-dire que l'âge légal ne sera pas repoussé. On reste à 62 ans et 9 mois. Et il a aussi annoncé le gel. Vous savez, on devait, plus ça allait, plus le nombre de trimestres de cotisation allait être nécessaire. C'est l'accélération de la réforme Touraine. Et bien là, il a dit qu'il n'y aurait pas d'accélération de la réforme Touraine. Donc, il s'engage à ce que d'ici 2027, et même jusqu'à janvier 2028, l'âge légal de départ à la retraite et le nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite ne bougent pas. Ouais. Fanny Guinochet, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'on reste à 62 ans et 9 mois, âge de départ à la retraite aujourd'hui, jusqu'à la présidentielle ou au-delà? Ah bah ça va être tout le débat. La question, c'est qu'il y aura une conférence sociale pour en parler. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Elle n'est pas supprimée, cette réforme. Donc, elle est suspendue. Telle qu'on la comprend, elle serait suspendue jusque 2028. Donc ça veut dire que d'ici là, il y aura eu un débat présidentiel, sachant que Sébastien Lecornu ouvre aussi la porte à un autre système de retraite. Il l'a dit comme ça au détour d'une phrase, mais il a dit la retraite à points, est-ce qu'on reviendrait à une idée il a dit c'est pas une suspension pour rien derrière. Pour rien, voilà. Donc, sous-entendu, à la rigueur, si on suspend et qu'on met en place un autre système que l'on juge plus équilibré, qui fait rentrer de l'argent dans les caisses, qui permet de sauver le système par répartition, pourquoi pas? Il tend la main aux partenaires sociaux. Maintenant, on va voir si les partenaires sociaux sont capables de s'en saisir, sachant qu'il y a eu un conclave de retraite qui a échoué. Ne bougez pas, Fanny Guinochet, puisque nous sommes avec Yvan Ricordeau, le secrétaire général adjoint de la CFDT en charge des retraites. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous, Yvan Ricordeau. D'abord, comment vous avez réagi en entendant le Premier ministre prononcer ces fameux mots de la suspension de la réforme des retraites? Pour la CFDT, c'est très clair. Les mots qui ont été prononcés dans le discours de politique générale, c'est une vraie victoire syndicale, c'est une vraie victoire de la CFDT. Très concrètement, ça veut dire que chaque année, la situation de 700 000 salariés va être améliorée. Donc ça, c'est l'élément syndical, c'est l'avancée sociale concrète, puisqu'on va bloquer le compteur à 62 ans et 9 mois jusqu'en 2028. Donc c'est le premier élément de satisfaction. Et le deuxième élément de satisfaction, c'est qu'il y a une forme de réparation de la blessure démocratique. Cette réforme-là, elle a été contestée dans la rue, elle a été adoptée au forceps à l'Assemblée nationale. Or, désormais, on va pouvoir travailler un débat démocratique approfondi pour préparer l'échéance de 2027 et à regarder toutes les hypothèses possibles. Alors, donc le Premier ministre a annoncé aussi une grande conférence sociale sur les retraites avec vous, les partenaires sociaux. C'est le retour du conclave ? Non, ça ne sera sans doute pas le retour du conclave en tant que tel. Je pense qu'il y a deux problématiques qui sont posées dans le rendez-vous qui est devant nous. Le premier, qui va très bien à la CFDT, c'est que c'est un rendez-vous qui parle à la fois des enjeux du travail et en même temps des questions de retraite. Donc on va pouvoir aborder les questions de carrière, de développement des carrières et de l'emploi des seniors jusqu'à la retraite. On va pouvoir parler de l'usure professionnelle et de la pénibilité. Et ensuite, on regardera comment on doit adapter le système de retraite. Donc c'est pas le même périmètre que ce qu'on a connu dans le cadre du conclave. Et en même temps, c'est aussi donner la responsabilité aux partenaires sociaux de voir comment on adapte le système par répartition. Et donc, la CFDT s'inscrira dans cette discussion. Et la CFDT espère, dans le moment particulier dans lequel est notre pays, qu'il y a besoin d'un débat vraiment approfondi qui apaise et qui au moins ne retourne pas dans les blocages qu'on a connus sur les discussions sur les retraites et qu'on le fasse beaucoup mieux dans la période à venir. Les partenaires sociaux avaient moyennement apprécié au début de l'année les fameuses lettres de cadrage envoyées par François Bayrou avant le conclave. Est-ce que vous dites ce soir à Sébastien Lecornu « Ok, merci, laissez-nous faire » ? Clairement, la CFDT l'a déjà dit au Premier ministre dans les premières réunions. Et d'ailleurs, on a eu une forme de réponse dans la réunion bilatérale qu'il y a eu avec la CFDT, dans la réunion avec toutes les organisations syndicales, où le Premier ministre s'est engagé à arrêter le système de lettres de cadrage, où on a presque la solution aux négociations avant de commencer. Et donc, c'était un peu votre 49.3 du conclave, ça. Ah, pas tout à fait quand même, il ne faut pas exagérer. Mais pour la CFDT, il y a un enjeu qui est très clair sur la future conférence travail et retraite, c'est qu'on passe par une étape de négociation entre partenaires sociaux sur la question de la méthode. Question de Fanny Guinochet. Est-ce que vous pensez que le patronat va jouer le jeu et va rentrer, parce que c'est eux qui n'avaient pas très envie de parler ni retraite ni pénibilité. Est-ce que vous pensez que le MEDEF notamment va jouer le jeu ?
C'est une vraie question, au vu de ce qui s'est passé au moment du conclave. Mais on s'aperçoit, je pense, ce soir, qu'il vaut mieux discuter entre partenaires sociaux, aller au bout de discussions et trouver une voie de compromis qui permette d'apaiser les enjeux sur l'ensemble des thèmes, que ce soit sur les retraites ou sur les autres, pour trouver le bon compromis entre un équilibre financier et des avancées sociales. La CFDT était capable de faire ça pendant le conclave. On était un peu seul. Donc là, chaque organisation va être en responsabilité pour répondre oui ou non, on tente le coup. Mais en même temps, du côté patronal, on a aussi la petite musique de dire on gère très bien en tant que partenaires sociaux les retraites complémentaires. L'Agirc Arrco. Ça ne suffit pas sur les retraites complémentaires, il faut aussi le faire sur les retraites de base. En tout cas, la CFDT est prête à relever ce défi-là. Ça pourrait finir comme ça, Wally Bordas, que ce soit finalement les partenaires sociaux qui gèrent le régime des retraites, comme ils font avec l'Agirc Arrco, par exemple. Ça me paraît compliqué. Je pense que de toute façon, pour l'instant, tout semble suspendu à la prochaine présidentielle sur le sujet des retraites. Enfin, c'est dans 1 an et demi, donc pour les gens, ils ont besoin aussi que les choses bougent d'ici 1 an et demi. On ne va pas rester là sans rien faire jusqu'en 2027. J'ai l'impression que l'on tient, vous marquez un point, que l'on tient depuis 1 an et demi par l'inaction. Et pour le coup, que l'on tient en retardant l'échéance de la catastrophe qui va nous tomber dessus. Ce fut le cas avec François Bayrou pendant 8 mois. Rappelez-vous, il a fait passer un budget en amadouant les socialistes, mais en ne leur offrant pas grand-chose. Et ensuite, il n'a rien fait pendant 8 mois. Sébastien Lecornu tente, avec cette suspension de la réforme des retraites, de faire passer son budget. Si ça passe, je pense que la stratégie sera probablement la même que sous François Bayrou, à savoir l'inaction. Fanny ? Les partenaires sociaux, à l'origine, géraient le régime des retraites. On l'a oublié, c'était il y a longtemps. Et c'est vrai que la gestion Agirc Arrco, donc les retraites complémentaires, qui comptent dans le poids des pensions des Français, est plutôt une bonne gestion. C'est un régime où il y a des réserves. Je parle sous le contrôle d'Yvan Ricordeau, mais je crois que c'est 80 milliards d'euros de réserves, ce qui fait rêver. Il était question d'aller taper dans cette cagnotte à un moment. Du régime de base. Et le patronat, alors il peut avoir changé d'avis, mais a dit plusieurs fois, en tout cas Patrick Martin, que pourquoi pas une gestion, alors à condition qu'il n'y ait pas des lettres de cadrage et que le régime des retraites ne soit pas là pour absorber un certain nombre de décisions politiques, mais ce n'est pas complètement inenvisageable, sachant que les partenaires sociaux gèrent aussi l'assurance chômage, ils gèrent la branche sur les accidents du travail, donc il y a quand même une habitude, une gestion, et dans un moment de crise où on voit qu'aujourd'hui c'est bloqué, ça peut être peut-être une option, sachant qu'Emmanuel Macron n'avait jamais été très favorable, puisque pour lui, les corps intermédiaires étaient réfractaires à toute réforme. C'est ce qui empêchait la France d'avancer. Yvan Ricordeau, est-ce que vous dites, comme Sébastien Lecornu, la rupture, c'est de conclure ? Non, je ne pense pas que la CFDT puisse utiliser les mots de quelques responsables politiques que ce soit. En tout cas, la CFDT, sur la question des retraites, elle est prête à aborder les questions d'avenir pour préparer enfin une échéance présidentielle sur lesquelles il faut sortir de l'ornière en termes de débat et de perspectives d'avenir sur les questions des retraites. C'est possible. En même temps, il faut aussi reconnaître que cet enjeu-là concerne aussi le secteur public. Donc ça ne peut pas être que les partenaires sociaux du secteur privé qui s'intéressent à la problématique. Et ensuite, pour reprendre les échanges qui étaient les vôtres sur le plateau, il y a une question des retraites qui pèsent 1/4 du budget public dans la période actuelle. Et donc, il faut trouver une forme de discussion avec le Parlement qui semble pour la CFDT nécessaire. Merci en tout cas d'avoir été en direct avec nous ce soir, Yvan Ricordeau. On va maintenant entrer dans les détails du projet de budget. Mais avant cela, je voudrais vous faire entendre certaines réactions au discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Ça se passe cet après-midi dans un kiosque à journaux, Vox Pop, signé Maïté Frémont et Eva Billion. Paris, 14e arrondissement, les annonces du discours de politique générale ont ici été très suivies. Je trouve que à la rigueur, c'était peut-être la seule façon de trouver un deal avec le PS. Disons que c'est une bonne démarche pour éviter le conflit immédiat. J'ai écouté pendant que j'étais dans le métro, j'ai vu qu'il demandait le gel pour la retraite. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est que tous les pays d'Europe sont passés à 64, 65, 67 ans, voire même 70. Pourquoi on arriverait à faire mieux ? Au kiosque à journaux du quartier aussi, les annonces sont dans toutes les bouches et les esprits s'échauffent vite. Vous me dites où on prend l'argent ?
On prend soi-disant sur les riches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont partir. C'est automatique. Automatique. Michel est le gérant de ce kiosque. Lui vote Rassemblement national et il n'est pas du tout satisfait du discours du Premier ministre. Ça ne sert à rien, on dialogue, on voit qu'on est en train de perdre du temps, du pays, de l'autorité, de la sécurité, de tout. Mais ici, tous sont d'accord sur une chose. J'espère qu'il va y avoir un budget fondamental. Un budget qui semble désormais être sur de bons rails. Au moins, les Français ont-ils conscience de l'importance du moment pour le budget de la France en 2026 ? Pas sûr qu'il y a un an, ils en avaient cette conscience aussi aiguë. Je vous voyais vous agacer, John-Christophe Roland. Alors, agacer, non. Alors d'abord, je note quand même que c'est vraiment cette suspension de la réforme des retraites qui cristallise les réactions. D'ailleurs, qui cristallise les réactions à l'Assemblée nationale. À mon sens, ça peut être un piège pour la gauche, un piège pour la droite. D'abord, cette suspension, elle va s'inscrire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Or, c'est ce même texte qui va contenir toutes les autres mesures dans le projet. Le doublement des franchises sur On va le voir dans un instant avec Fanny. D'autres mesures. Et donc, si vous voulez, si la gauche, puisque le pouvoir est au Parlement, commence à amender, désamender, à condition d'ailleurs de lever le gage, parce qu'en principe, le Parlement ne peut pas de sa propre initiative, si vous voulez, gréver des charges publiques, eh bien, c'est la droite qui va se retrouver piégée, parce que, encore une fois, c'est un parti qui a accompagné une certaine notion de la rigueur budgétaire, disait-il, et que c'était vital. Donc, à la fin des fins, vous avez un assèchement de la position du Parti socialiste, parce qu'il y a des élections municipales, donc il va se retrouver isolé à gauche, et vous avez aussi un reniement sensationnel des LR, qui refuse la censure sur une copie qui, vraisemblablement, ne serait-ce que sur la suspension des retraites, est quand même hallucinante d'un point de vue, ce qui prouve que quand même la dissolution a des vertus. En tout cas, la menace de la dissolution peut avoir des vertus. Fanny, sur le projet de budget, il a donc été présenté ce matin au Conseil des ministres, on en a eu les grandes lignes, on va voir avec vous qui sont les gagnants et les perdants. Bon allez, on commence avec les perdants, comme ça on finira avec les gagnants. Qui sont les perdants? Les entreprises, parce que certes, elles échappent, notamment les grandes entreprises, elles échappent à la taxe Zuckman, mais elles ont quand même la taxation sur les grands groupes qui avait été mise en place dans le budget 2025 et qui est donc reconduite dans le budget 2026. Ça doit rapporter 4 milliards d'euros. C'est pour les grands groupes qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première chose. Les plus riches, évidemment, ils étaient dans l'œil du cyclone. Donc, eux, ils ont droit à la contribution différenciée qu'avait mis en place Michel Barnier. Pour faire simple, c'est un système qui les empêche d'avoir une optimisation fiscale et qu'ils payent au moins 20% d'impôts. Alors, c'est pour ceux qui gagnent 250 000 euros annuels pour un célibataire, 500 000 pour un couple. Il y a quelque chose qui arrive, on en a beaucoup parlé, les holdings patrimoniales, ce système qui permet à des maisons mères de mettre de l'argent et de se payer en dividendes. Bon, là, il y a un système d'anti-optimisation, ça doit rapporter quand même quelques millions d'euros. Et puis, il y a tous ceux qui payent des impôts, les Français qui payent des impôts sur le revenu, parce que dans le texte de budget tel qu'il a été proposé aujourd'hui, il y a le gel du barème. Donc, ça veut dire que pour tous ceux, ça veut dire des Français qui vont payer un peu plus d'impôts parce que le barème ne va pas suivre l'inflation. Et puis, il y a ceux qui vont rentrer, donc des Français qui vont rentrer dans l'impôt alors qu'ils ne le payaient pas avant. Et ça, c'est forcément quelque chose qui sera corrigé par le Parlement. Certainement. Il y a aussi quelque chose qui sera peut-être un peu moins corrigé, Adeline, c'est la suppression de certaines niches fiscales. Alors, il y en a, j'ai regardé, il y en a 23 sur les 474 qui existent. Ne me demandez pas les 23, ça serait trop long. Mais il y en a quelques-unes qui risquent d'être amendées, comme par exemple la réduction pour les frais de scolarité des étudiants. Ça, probablement, ça risque de bouger. Une qui va faire beaucoup débat, c'est les 10% d'abattement sur les retraités qui doit être transformé en un forfait de 2 000 euros par personne. D'ailleurs, au passage, les retraités sont plutôt perdants dans ce budget, contrairement aux précédents. Les perdants aussi, ce sont ceux, à l'heure où nous parlons, qui ont des allocations, que ce soit des allocations familiales, des minimums vieillesse, puisque dans le projet de budget de loi de la sécurité sociale, cette fois-ci, il y a un gel des prestations, donc pareil, qui ne seront pas revalorisées sur l'inflation, sachant que l'inflation, cette année, c'est un petit 1%. Et puis, on en parlait tout à l'heure, globalement, tous les Français qui vont aller à la pharmacie, qui vont avoir besoin de soins, puisque là, il y a un doublement des franchises médicale, qui est une mesure extrêmement irritante pour les Français et notamment pour la gauche.
Et les gagnants, alors? Il y en a quelques-uns, quand même. Les petites entreprises, on a été étonnés, c'est sorti la semaine dernière, mais les petites entreprises, elles s'en sortent plutôt bien parce qu'elles ont une baisse de l'impôt de production. Ça va surtout aider les TPE, les PME qui sont très remontées actuellement. Oui. Il y a aussi les actifs, évidemment, on vient d'en parler, la suspension de la réforme des retraites. Tous les actifs, a priori, devraient en bénéficier, et encore plus ceux qui se rapprochaient de l'échéance, là, ceux qui se disaient je vais devoir faire plus de trimestres avant de pouvoir partir en 2027-2028. Eux, c'est bingo ce soir. Attention, le texte, pour l'instant, on va voir, on n'est qu'au début du parcours. Pareil, si le texte, il y a eu une petite phrase quand même de Sébastien Lecornu concernant la retraite des femmes. Et là, il a laissé entendre qu'il n'y avait pas besoin, il était inutile d'attendre. Et là, pour le coup, il y a un consensus dans la classe politique et à la fois du côté des partenaires sociaux, c'est-à-dire que améliorer la retraite des femmes qui ont eu des enfants, la réforme Borne leur faisait vraiment perdre un certain nombre d'avantages. Donc, au lieu de prendre les 25 ans comme référence de leur carrière pour calculer leur pension, on prendrait les 23 ans et les 24 ans pour celles qui ont eu des enfants. Et puis, les grands gagnants, on avait tout à l'heure Yvan Ricordeau qui nous parle de victoire, ce sont les syndicats ce soir. Ils ont défilé 14 fois, 14 manifestations, ça fait 2 ans, ils ont réussi à se mettre d'accord pour faire front commun dans la rue, une union syndicale. Ils ont mobilisé les Français, ils n'ont eu de cesse de monter au créneau et ce soir, ils ont quelque chose que même fin août ou même il y a quelques semaines, ils n'attendaient même pas, la suspension de cette réforme. Alors certes, ça n'est pas l'abrogation, mais c'est quand même un clou dans le cercueil. Et notamment la CFDT, seul syndicat cité par Sébastien Lecornu dans son discours, qui, elle, sort grande gagnante ce soir de ce discours. Je voudrais comprendre une chose, John Christopher Roland. Il y aura cette conférence sociale sur les retraites, a priori, au printemps. Mais le projet de budget de la Sécu et le projet de budget de la France pour 2026 doivent être votés avant le 31 décembre. Donc, de quelle façon la suspension va s'inscrire dans ce budget ? Ce sera voté de cette façon-là ? Oui, c'est en fait... Techniquement, comment ça se passe ? Parce que beaucoup de députés avaient un doute en sortant de l'hémicycle cet après-midi en disant... le RN a même dit qu'ils n'achetaient pas, qu'ils n'étaient pas dupes. Parce que sur le calendrier... En quoi ça consiste, la suspension ? Ça consiste simplement, en tout cas si c'est évidemment, on va rester prudent, si tout ça n'est pas détricoté par l'Assemblée nationale d'une manière ou d'une autre, c'est simplement d'inscrire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que l'âge limite de départ à la retraite est de 62 ans et 9 mois. Alors j'avais un petit débat avec moi-même tout à l'heure, savoir si est-ce que c'était voté fin décembre, on ne gagnait pas 3 mois de plus et que c'était 63 ans avec le temps qui passe, et ensuite de maintenir le deuxième paramétrage qui est les 170 trimestres de cotisation, qui représentent quand même 42 années et demie de travail. Il faut bien se rendre compte que pour partir à 63 ans, il faudrait avoir commencé à travailler à 20 ans et 6 mois. Donc ça aussi, ça sera à nouveau négocié. Et ensuite, la conférence sociale qui aura lieu après, en principe, si le budget est adopté, finalement, peut-être c'est une optique pour enfin mettre le vrai débat de la retraite, puisque remis au calendrier, 1er janvier 2028, ça laisse un peu de temps, sur ce qu'on veut faire de la deuxième belle partie de la vie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit rentabiliser parce que l'espérance de vie augmente, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de financer le modèle social ? Ça va être discuté dès demain à l'Assemblée nationale, et notamment par l'augmentation de certaines recettes. Donc je pense que peut-être que la conférence sociale, même si c'est un peu flou aujourd'hui, ça sera sur ces pistes-là. Vous y voyez moins flou, Stéphanie Despierres, vous ? Alors c'est vrai que c'est pas clair de la manière comment le texte va être modifié. Au groupe PS, on nous dit qu'ils ont eu des garanties depuis le discours de Sébastien Lecornu sur le fait que ce sera un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc ils sont rassurés, même si a priori ils n'étaient pas inquiets. Ils estimaient que cette déclaration de Sébastien Lecornu devant toute l'Assemblée nationale était un engagement extrêmement fort. Après, il faut faire attention à la manière dont va se dérouler cette discussion budgétaire, puisque le PS a aussi dit que le budget était insuffisant et insupportable. Donc ils veulent retoucher de manière globale ce projet. Laurent ? Mais ce qui est frappant, vous le disiez, mais la façon dont on décrit les choses, c'est que cette conférence, en fait, c'est un débat d'élection présidentielle. On est vraiment sur quelque chose de fond et on se demande comment ça va se jouer aussi avec des municipales et une présidentielle qui arrive. Ou alors c'est un apéritif. Oui, en fait, d'abord, je pense que ce que Sébastien Lecornu a bien compris, à mon sens, c'est que la façon dont les syndicats ont été traités au moment du conclave sur les retraites par François Bayrou, c'est-à-dire vous avez le droit de débattre
à partir simplement de la couleur des pots de fleurs, parce que sinon le reste c'est intangible, c'est quelque chose qui a été mal vécu. Et je vous l'avais souligné, et je suis entièrement d'accord, c'est qu'aujourd'hui c'est même la CFDT qui tire le mieux son épingle du jeu, dont le Parti socialiste peut être le relais d'ailleurs dans les débats parlementaires qui vont avoir lieu. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant. Mais je suis assez aussi d'accord, c'est la complicité, chaque voix compte à l'Assemblée aujourd'hui. Ça, je peux dire, chaque jour on se dit qu'on a tellement bien fait de s'appeler comme ça. Mais c'est à mesure qu'on va gauchifier, si vous voulez, pardonnez-moi le néologisme, le budget, que la droite va peut-être aussi vouloir redroitiser. Donc on est quand même sur quelque chose qui tangue. Ce qui va être intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est que ça va être, pour suspendre cette réforme, il faut que ce soit dans le projet de loi de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que s'il y a d'autres mesures qui ne plaisent pas, ceux qui censureront, ils diront devant les électeurs français, on a fait tomber le projet de loi de la sécurité sociale qui contenait l'abrogation, enfin en tout cas la suspension à 63 ans ou 62 ans et 9 mois. C'est compliqué devant les électeurs d'aller dire écoutez, pour des mesures de franchise médicale ou pour des mesures de. Alors que, gel des pensions quand même. Alors que, d'ailleurs, le Parti socialiste dit c'est une première victoire. Oui. Quand vous dites une première victoire, ça en appelle d'autres. Oui, mais c'est quand même une énorme victoire et toutes les autres mesures, on dira non, regardez, ça ne fonctionnait pas pour nous, le doublement des franchises, ça ne fonctionnait pas pour nous, le gel des prestations. Du coup, on fait partir les 63 ans, ou en tout cas la suspension de la réforme dont on s'en bat tellement, et l'opinion publique est contre cette réforme. Avec le débat, c'est très compliqué pour les députés. Mais Wally Bordas, est-ce que pour autant vous diriez ce soir que le risque de censure s'éloigne ? Je dirais qu'il s'éloigne pour un temps, pour quelques semaines, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments d'incertitude dans tout ce qui va se passer. Alors certes, là, on a dealé une non-censure, une non-dissolution, mais les débats vont être très tumultueux, je pense. Et vous faisiez tout à l'heure référence à l'abrogation de la réforme des retraites. Ce qui pourrait se passer aussi pendant les débats, c'est que une majorité des députés tente de transformer cet amendement de suspension de la réforme des retraites en amendement d'abrogation de la réforme des retraites. Alors, pour que le public comprenne bien, ce serait quoi la différence ? La différence, c'est que, contrairement à la suspension qui serait seulement temporaire, l'abrogation serait la fin pure et simple de cette réforme des retraites. Donc, et là, on reviendrait à quel âge de départ alors ? On reviendrait à 62 ans, comme c'était le cas précédemment. Et pour le coup, il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour l'abrogation de la réforme des retraites, qui va du Rassemblement national à la France insoumise, et en passant par le Parti socialiste. Donc le Parti socialiste va être un peu pivot. Est-ce qu'ils vont respecter le deal qu'ils ont avec les macronistes et finalement la droite, ou est-ce qu'ils vont avoir les yeux plus gros que le ventre et tenter d'aller chercher une abrogation ? Franchement, j'ai l'impression que tout est possible pendant ce débat. Stéphanie, on rappelle que 2 motions de censure ont été déposées par LFI et par la coalition RN-UDR. Elles seront toutes les 2 examinées jeudi matin à partir de 9h. Chaque voix compte. Où en est le compteur ce soir ? Alors, a priori, elles ne passeront pas, justement parce qu'il aurait fallu que 25 députés socialistes se joignent à cette censure pour que le gouvernement Sébastien Lecornu tombe. Là, on l'a bien compris, il y en aura moins. Alors, il y en aura peut-être quelques-uns, mais en tout cas pas 25. C'est ce que nous assurent tous les socialistes au groupe ce soir. Donc, a priori, les 2 motions de censure ne seront pas en mesure d'être adoptées, de faire chuter le gouvernement. On avait aussi une petite incertitude sur les députés du groupe Lyotte qui auraient pu venir en renfort du groupe PS pour faire tomber Sébastien Lecornu. Et ce soir, le groupe Lyotte dit que plus personne, ils sont 23, dans le groupe ne votera la censure. Est-ce que Sébastien Lecornu, il a réussi à retourner une partie de cette Assemblée nationale ? Ce matin, on se disait que ça allait se jouer à une vingtaine de voix. Finalement, ce soir, on est à plutôt 24-25. Alors moi je pense que la clé, d'abord on a eu ce discours assez hallucinant du président de la République sur les responsabilités qu'il renvoyait aux parlementaires, et la deuxième détente du discours qui a été de toute façon, si le gouvernement est censuré... Vous parlez du discours du Premier ministre. Du président de la République, quand il était à Sharm el-Sheikh et qui dit... Ah oui, au pied de l'avion. Voilà, si censure il y aura dissolution. Il l'a redit ce matin en Conseil des ministres. Les motions de censure sont des motions de dissolution et doivent être vues comme telles. Autrement dit... il dissoudra en cas de censure. Et il a lâché la bombe. Et une fois que la bombe est lâchée, si vous voulez, les postures, c'est ce qui explique... Alors attention, ce n'est pas un jugement négatif que je vais porter sur notamment les Républicains ou le Parti socialiste. Il y a ces 2 élans contradictoires, si vous voulez, entre cette volonté de stabilité d'un côté et de l'autre, le maintien de sa posture idéologique. Mais c'est pour ça qu'en fait, ils vont, pardonnez-moi l'expression, mais ils laissaient probablement tous les 2 des plumes à la fin. Parce que vous ne pouvez pas
faire croire aux gens que c'est le chaos ou la vérité, c'est-à-dire vraiment les économies drastiques, et tout d'un coup, y renoncer par crainte, ou en tout cas ce qui pourrait être interprété comme une crainte de la dissolution. Mais force est de constater que depuis que le mot de dissolution a été lâché ce matin au Conseil des ministres... Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré, voilà, Ah oui. exactement, parce que quand c'était François Bayrou, il y avait Michel Barnier, il n'y avait pas de risque. Hein, vous pouvez renverser le gouvernement. Parce que le calendrier, il fallait attendre un an pour pouvoir redissoudre. Exactement. Donc, Donc, c'est quand même, moi je pense que sur le plan de la parole politique et de sa posture, ça va laisser des traces parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez... Il chiffre la dissolution, par exemple, à 10 milliards d'euros. Je ne savais pas que la démocratie avait un prix, appeler les gens à voter, normalement. Comment c'est calculé, ça, d'ailleurs, Fanny ? C'est calculé très simplement. Alors, il y a le coût des élections, mais c'est des millions d'euros, c'est pas grand-chose. Oui. Mais c'est surtout le fait de ne pas avoir pris des mesures, d'avoir eu une loi spéciale, d'avoir eu une instabilité politique qui fait monter, qui inquiète nos créanciers, qui fait monter les taux d'intérêt, et donc notre dette qui est quand même 116% du PIB, je le rappelle. C'est quand même des chiffres astronomiques. On est les très mauvais de la classe en Europe, je m'en étrangle. Vous voyez, c'est problématique. C'est quand même ça le coût qui est. Et d'ailleurs, chiffré, sans compter la réputation de la France, la voix de la France. Je vais apporter de l'eau à votre moulin, puisqu'on a appris juste avant le début de cette émission que les taux d'emprunt de la France avaient reculé sur les marchés après l'annonce de la suspension de la réforme des retraites. On est passé de 3,47 à 3,41%. Oui, donc, mais les marchés, quelque part, ils se préparent. Mais on a aussi appris juste avant cette émission que la France allait, alors j'ai plus le chiffre en tête tellement il est astronomique, mais emprunter et jamais la France... 300 milliards, je crois. Oui, c'est quelque chose comme 310 même, je crois. J'essaye de le... Mais c'est plus de 300 milliards cette année et c'est un record historique. Donc même si vous avez un petit taux d'emprunt qui baisse même ou de 2% ou qui augmente, vous les sentez passer sur les 300 milliards que l'on emprunte cette année. Mais moi, si je peux juste, j'en dis ce qu'on ne vient pas. Le souci qui me vient en tête, c'est sur le plan démocratique. La réalité, c'est celle que vous décrivez, je suis entièrement d'accord, mais on devrait un jour se poser la question de savoir pourquoi. Ce sont les marchés financiers qui peuvent avoir cette influence sur notre démocratie, parce que, encore une fois, ce n'est qu'un instrument démocratique, alors qu'il y a eu un résultat pour Emmanuel Macron peu flatteur, mais qui reste encore un appel au peuple en réalité. Mais il n'y a pas que les marchés financiers. Il n'y a pas que les marchés financiers. Le fait de ne pas prendre de mesures, le fait de reconduire des mesures sur l'inflation et de ne pas avoir même... C'est ça qui est terrible, c'est que quelque part, on n'a plus la main sur le budget. Wally Bordas, il y a une séance de questions au gouvernement demain. Ce sera la première depuis le 8 juillet. À quoi va-t-elle ressembler ? Ça nous a manqué quand même. Ah, avouez, ça vous a manqué. On va voir beaucoup de petits nouveaux, donc ça va être intéressant à observer. Et je pense qu'on va faire une sorte de remake de ce qui s'est passé aujourd'hui, avec pas mal de questions, à mon avis, sur ce qui a été dit aujourd'hui, et notamment sur la réforme des retraites. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les contradictions des Républicains qui vont être sûrement énormément soulignées ces prochains jours. Moi, je ne suis pas tant étonné que ça du fait qu'ils acquiescent finalement la suspension de la réforme des retraites. Il y a, vous soulignez peut-être la peur de la dissolution et de perdre son poste, certes, mais il y a aussi chez beaucoup des députés républicains tout simplement le fait qu'ils n'étaient pas favorables à cette réforme. Il y en a 19 qui avaient voté la censure du gouvernement Borne en 2023. Une grande partie d'entre eux sont élus dans des territoires très ruraux où les gens sont majoritairement opposés à la réforme des retraites. Donc ceci explique aussi peut-être cela. Merci en tout cas à tous les trois. Nous vivrons évidemment ensemble, Stéphanie Despierres, cette première séance de questions au gouvernement demain après-midi, la première depuis le 8 juillet. Je peux vous dire que Stéphanie aussi, elle trépigne d'impatience. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. On poursuit ce débat dans un instant dans la question qui fâche. Tombera pas? Quelles sont les chances de survie ce soir du gouvernement Lecornu? On va en parler avec 3 députés dans un instant. Ils vont s'installer. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Je
peux vous dire que lui aussi s'est régalé aujourd'hui. Discours de politique générale de Sébastien Lecornu. Évidemment, Laurent, rien ne vous a échappé. Vous avez choisi de le décortiquer pour nous ce soir. Oui, parce qu'un discours de politique générale, il faut le dire, ça imprime toujours un style, une attitude, l'impression qu'on veut laisser quand on est Premier ministre. Et puis ensuite, parce que Sébastien Lecornu lui-même n'a cessé d'invoquer la rupture depuis qu'il est à Matignon. Et il faut toujours rappeler qu'on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression, ça, n'est-ce pas ? vrai. Donc, au-delà du fond, dont on parle depuis le début de cette émission, quels sont les signaux envoyés, selon vous, par le Premier ministre? Alors, premier signal, et ça n'a pas varié depuis sa nomination il y a 35 jours, Sébastien Lecornu parle peu, une interview télé, quelques prises de parole, mais économie de mots. J'ai comparé le discours de cet après-midi avec les 28 précédents depuis 1959. Je vous reconnais bien là. Eh bien, Sébastien Lecornu est sur le podium. 3e plus bref discours de politique générale de la 5e, après Maurice Couve de Murville, 68, et Georges Pompidou en 62. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut le dire, il y a une rupture avec les 2 derniers premiers ministres qui figurent parmi les plus bavards. Son discours est 2 fois plus court que celui de François Bayrou et presque 3 fois plus court que celui de Gabriel Attal. Donc là, on est dans la durée des discours. Ok, mais est-ce que vous avez identifié un style Lecornu au fil de cette déclaration? Alors, au-delà de la concision, je crois que le Premier ministre veut entonner un récit, un seul, à l'adresse des parlementaires et des Français, les deux. Attachez vos ceintures, on va crever tous les abcès. Alors d'abord, il laisse les clés aux parlementaires, ça on en a beaucoup parlé, à 7 reprises, on l'a dit tout à l'heure, ce fameux triptyque, le gouvernement propose, on débat, vous votez. Mais je crois qu'il y a un autre indice du déplacement du centre de gravité. Combien de fois Sébastien Lecornu évoque-t-il, cite-t-il le président de la République dans son discours? 2 fois seulement. C'est très très peu, même pour un discours très court. À titre de comparaison, Gabriel Attal avait cité 19 fois le chef de l'État lors de son discours de politique générale. Bon, ça c'est pour les parlementaires, mais quels abcès veut-il crever avec les Français? Alors, au début de son discours, quand il évoque les convulsions du monde, soit on les subit, soit on les utilise, soit on change, soit on sera changé, c'est plutôt très cash, plus cash que dans les autres discours, et ça rappelle, alors attention, toute proportion gardée, la nouvelle société et l'invitation à décoincer la société de Chaban en 69. Notre société nouvelle aura tout d'abord le visage de la jeunesse. La vague démographique des 25 dernières années nous offre une chance unique de rajeunissement. En outre, l'éclosion des talents est souvent plus précoce aujourd'hui qu'il y a un siècle. Alors évidemment, l'ambiance est très différente, mais si je reprends le discours de Sébastien Lecornu, un discours bref, un monde qui ne nous attend pas pour tourner, comme il l'a dit, et puis une allusion en fin de discours à ces puissances étrangères qui se réjouiraient d'une panne budgétaire de la France, tout cela, ça forme un tout. C'est gris, c'est douloureux, c'est un pur discours de crise. Par comparaison, et je me le suis permis, c'est l'exact contraire d'un discours de politique générale resté très célèbre. Et pour vous donner l'inversion des polarités, si je puis dire, Rocard 88, qui lui faisait des rêves au début du 2e septennat Mitterrand. Je rêve d'un pays où l'on se parle à nouveau. Je rêve de villes où les tensions soient moindres. Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit, plutôt qu'à qui le dit. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux, dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête et de la liberté? Voilà, là aussi, autre ambiance, autre époque, et puis autre phase dans le quinquennat ou dans le mandat, puisque c'était le début du second septennat. Là, on est plutôt à la fin du quinquennat. Si on a retrouvé le sens de la fête depuis, mais vous n'avez trouvé aucun coin de ciel bleu dans le discours de Sébastien Lecornu? Non, et c'est volontaire. Dans le discours de Sébastien Lecornu, en fait, il y a un dernier abcès qui est crevé. Il évoque à 7 reprises la campagne présidentielle, la future campagne présidentielle, ce qui ne s'était jamais produit dans un discours de politique générale. Alors, même si plein de députés ont fait leurs petites photos perso, je ne sais pas si les députés qui arrivent l'ont fait aussi sur les réseaux sociaux pour dire c'était interdit pour dire j'y étais. de se photographier dans l'hémicycle. En tout cas, ils ne se sont pas privés, ça, je ne sais pas. On sent déjà que tout le monde a un tout petit peu la tête ailleurs. 2027, c'est déjà demain, y compris pour le Premier ministre, et ça sera peut-être un problème pour lui aussi. Eh bien, on va continuer d'en parler dans un instant avec la question qui fâche.
Et j'accueille sur le plateau Océane Godard, députée socialiste de Côte d'Or. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Violette Spilbout, députée EPR du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Et Gaëtan Dussaucet, député Rassemblement national des Vosges. Merci à tous les trois d'être là. Pour la première fois depuis 1958, un Premier ministre promet donc de gouverner sans recourir au 49-3. Sébastien Lecornu a ouvert cet après-midi une séquence politique inédite sous la Ve République, une séquence de co-construction qu'il a résumée par une anaphore que l'on a entendue à 7 reprises dans sa déclaration. Ce que je vous propose, c'est de trouver un chemin commun malgré les divergences. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez, vous voterez. Dans les deux chambres, le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Et à la fin, vous voterez. Le gouvernement proposera, nous débattrons et vous voterez. Violette Spilbout, cet après-midi, Bruno Retailleau a fait un commentaire sur le discours de Sébastien Lecornu, vous accusant Sébastien Lecornu d'être l'otage des socialistes. Est-ce que ce soir, vous vous sentez otage des socialistes ? Je me sens extrêmement libre et assez fière aussi parce que dans la situation actuelle, depuis début du mois de septembre, arriver à aujourd'hui avoir un accord, un compromis qui était tant attendu d'une grande partie des Français, peut-être pas tous, certains souhaitaient absolument la dissolution, mais en tout cas, j'ai trouvé que, à la fois dans le discours du Premier ministre, très simple, très sincère, qui disait les choses que beaucoup de gens pensaient, y compris sur les deux temporalités, celle de la crise de la France aujourd'hui et celle de la campagne présidentielle demain, eh bien, on a retrouvé un peu d'espoir, un peu d'apaisement. Alors peut-être, et ça sera l'objet du débat, je crois, ça peut être extrêmement temporaire, parce que va s'ouvrir ce débat parlementaire, et il va être complexe sur chacune des lignes budgétaires. Mais on va avoir toute notre place de parlementaires, les groupes politiques vont pouvoir s'exprimer, on va pouvoir dialoguer aussi avec des électeurs qui veulent pouvoir peser dans ce débat. Donc on est à un moment quand même où il y a un rebond, et un rebond qui reste assez humble, je trouve, dans la posture du Premier ministre aujourd'hui. Gaëtan Dussaucet, est-ce que le Rassemblement national est prêt à emprunter ce chemin parlementaire ? Mais en fait, ce n'est pas la véritable question qu'il faut poser. Parce que... je pose les questions que je veux, permettez-moi. Vous donnez les réponses que vous voulez. De poser vos questions, bien évidemment, mais évidemment, j'aurai aussi mes propres réponses. En fait, en réalité, ce à quoi on a assisté cet après-midi, et l'alerte que nous lançons, nous, dès à présent, c'est de dire que cette espèce d'exercice qui a été fait, qui était d'ailleurs une surprise en réalité pour personne, finalement, toutes les pseudo-annonces qui ont été faites par le Premier ministre Sébastien Lecornu étaient évidemment attendues et disent bien une chose, c'est que le Parti socialiste a durant des jours menti aux Français en leur faisant croire qu'il n'y avait pas d'accord de non-censure, qu'il n'y avait pas de contrat de non-censure. Tout ce qui a été demandé par le Parti socialiste était dans finalement la liste des annonces du Premier ministre. Donc comme quoi, ils savent évidemment discuter entre eux lorsqu'il s'agit de sauver leur place. Là où on alerte désormais, c'est que cette espèce de refrain qui vient habituellement avec les premiers ministres, qui consiste à dire on change de méthode, cette fois on a compris, il n'y a pas de majorité, donc on va faire des compromis, on va travailler, etc. Barnier l'a fait, il est tombé. Bayrou l'a fait, il est tombé. Lecornu le fait, il tombera aussi. Parce qu'on sait qu'à la fin des fins, et on pourra certainement revenir sur la suspension des retraites par la suite, mais on sait qu'à la fin des fins, le parcours naturel et classique d'un PLF, c'est certes d'être discuté et amendé à l'Assemblée nationale, mais aussi d'être discuté et amendé au Sénat, où là, pour le coup, la configuration politique est tout autre. Et à la fin des fins, c'est une commission mixte paritaire. Et dans cette commission mixte paritaire, c'est le bloc central, avec le soutien des LR, qui a la majorité. Donc, quelles que soient les avancées que les socialistes pourraient faire croire obtenir durant les discussions à l'Assemblée nationale, si ça ne correspond pas à la feuille de route des macronistes à la fin des fins, ça tombera en commission mixte paritaire. Mais est-ce que vous avez l'intention de participer à ce débat ? Alors, le Rassemblement national avait posé une motion de censure qui va être examinée jeudi matin à 9h. Marine Le Pen estime qu'il manque une poignée de voix pour censurer. Combien d'ailleurs ce soir selon vos calculs à vous ? Ça, j'en sais rien, c'est aux Républicains et aux députés socialistes de nous le dire. Nous, ce que nous disions, c'est que dans la configuration actuelle, on ne pourra pas avancer dans l'intérêt du pays. Et il suffit de voir la première copie budgétaire du gouvernement, si vous me le permettez. C'est juste, si on regarde la première copie budgétaire du gouvernement, on parle de quoi ? De toutes les vieilles recettes macronistes qui sont utilisées maintenant depuis 8 ans. Si on ne s'attaque pas aux dépenses de l'État qui vont augmenter de 28 milliards d'euros en 2026, on augmente les efforts fiscaux sur les retraités dont on veut désindexer les pensions de retraite partiellement, sur les
travailleurs dont on veut geler le barème sur l'impôt sur le revenu, même maintenant sur les jobs étudiants. Mais convenez que pour le moment, rien n'est fait puisque le débat sera au Parlement. Sébastien Lecornu l'a dit. Avant que le débat n'arrive au Parlement, vous n'êtes sans savoir qu'il y a une motion de censure. Nous pensons que dans la configuration actuelle, si on veut pouvoir agir et mener les grandes réformes structurelles dont notre pays a besoin, parce qu'à l'heure où nous parlons, en septembre, rien que durant le mois de septembre, ce sont 6 000 PME qui ont fait faillite dans notre pays. On ne peut pas continuer à être dans un immobilisme parlementaire et à être dans le statu quo où on essaye en fait de faire de briques et de broc des toutes petites avancées par-ci par-là et on ne fait pas les grandes réformes qui s'imposent parce qu'en fait tout le monde a peur de retourner devant les Français, tout le monde a peur de retourner aux élections. Nous, on n'a pas peur de retourner aux élections. Donc, le premier Je vais poser la question à Océane c'est Godard. jeudi Vous avez matin, peur pour les d'une motions de dissolution? Vous avez peur de retourner devant les électeurs? Écoutez, je crois que l'heure n'est pas à la peur. L'heure est à la responsabilité et c'est ce que nous demandent les Françaises et les Français. On a vécu une année quand même extrêmement compliquée. À présent, je crois qu'on a des signaux aujourd'hui. On a eu des signaux positifs de la part du Premier ministre qui assume en tout cas de vouloir suspendre la réforme des retraites, qui assume aussi de vouloir ouvrir le débat budgétaire et qu'il y ait, et c'est ce que le Parti socialiste appelait de ses voeux, qu'il y ait un travail texte par texte, une négociation texte par texte. Et c'est comme ça aussi qu'on incarne le compromis. Et encore une fois, c'est pas une victoire pour le Parti socialiste, c'est une victoire pour le pays, pour les Françaises et les Français, dans un contexte où, pardon, mais d'un point de vue géopolitique, il y a quand même quelques fragilité, sensibilité, pour pas dire une situation grave. Et nous avons une crise politique dans notre pays qui impose aussi de nous élever et de sortir aussi des vieux réflexes politiciens. Et je crois que c'est ce qui nous est demandé par les Françaises et les Français, par les entreprises qui ont besoin de visibilité, par les collectivités qui attendent aussi pour construire un budget et donc mener à bien des projets dans leur territoire pour répondre aussi à leurs concitoyens et puis bien évidemment pour rassurer aussi, parce qu'on a besoin aussi de rassurer le pays, de rassurer les Françaises et les Français et aussi redonner un petit peu confiance en la parole politique. Et je crois qu'en ce sens, la journée qui vient de se dérouler répond aussi à ces enjeux-là. Violette Spilbout, sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce que dans votre camp et dans le camp, on va dire, du socle commun, si cette expression existe encore, est-ce que certains ont mangé leur chapeau en se disant si c'est le prix de la stabilité du pays, alors oui, suspendons cette réforme des retraites, ça coûtera moins cher qu'une dissolution. C'était déjà dans l'ère du débat depuis quelques jours, même quelques semaines. Il y avait des discussions parfois assez âpres entre nous en réunion de groupe. Je trouve qu'on est arrivé à un point de maturité justement du débat et des négociations de Sébastien Lecornu, et puis deux avec les syndicats et les partis politiques, qui nous ont amenés à tous considérer, en tout cas la grande majorité d'entre nous, je crois que je peux le dire, que c'est une suspension qui était la ligne sur laquelle nous devions céder pour obtenir un compromis. Et moi, certains disent c'est un renoncement, un recul, etc. Oui, ils peuvent dire ça en fait. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Un vrai compromis, il faut vraiment savoir renoncer à certaines lignes auxquelles on tenait. Et effectivement, moi, j'ai été porte-parole de la réforme des retraites pendant toute sa négociation extrêmement douloureusement. J'ai porté, et je crois toujours que c'est une réforme qui est nécessaire pour le pays, mais je n'ai pas entendu chez Sébastien Lecornu l'abandon d'une nécessaire réforme des retraites. J'ai entendu qu'il avait pris en considération la blessure démocratique, qui sont des mots qui ont été repris par le Parti socialiste, mais qui sont ce que tous les gens pensent globalement, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, et dans tous les territoires. Enfin, moi, je l'entends dans ma circonscription très régulièrement. Ce moment de 2023, ça a été une vraie fracture avec le pouvoir, et donc il faut réparer ça, et ça se répare peut-être par cette conférence sociale qui doit se mener d'ici à la présidentielle, et puis sur un projet présidentiel qui fera choisir à nouveau les Français. J'ai entendu ce matin notre économiste prix Nobel qui a conseillé Emmanuel Macron sur l'économie, et ce matin lui-même a dit très sereinement que oui, il fallait qu'on suspende pendant 1 an et demi et qu'on ait un débat dans un autre cadre que celui qu'on a aujourd'hui. Laurent. Oui, donc d'un mot, ça veut dire que si c'était à refaire, vous ne le referiez pas du tout de la même façon.
cette réforme? Moi, de toute façon, et quand j'en ai discuté aujourd'hui avec mes collègues députés, on s'est beaucoup dit qu'on était nombreux à ne pas être d'accord avec le 49.3 de 2023. Souvenons-nous du débat, on s'est battu pour les arguments. On est venu débattre avec les journalistes, débattre avec les autres partis politiques, et on voulait aller au vote. Et il y a eu un choix. Pour quelques votes, parce que ce vote n'était pas sûr, de faire un 49.3. Et on est nombreux à ne pas avoir accepté ce geste, parce que ça a été un moment de fracture très forte de la confiance, y compris au sein même de nos mouvements politiques, où on a eu des échanges, je me souviens, avec les sympathisants, les militants, les électeurs, qui étaient dans la forte incompréhension. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, un Premier ministre qui dit « je n'utiliserai pas le 49.3 », c'est très nouveau, c'est très risqué aussi, mais c'est un geste de confiance et de considération envers à la fois les parlementaires et quelque part tous les électeurs. Vous dites c'est très risqué. Vous dites c'est très risqué parce qu'on va avoir une motion de censure par semaine. J'en sais rien. J'en sais rien. Non, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur la réforme des retraites, parce que c'est pas anodin là ce qui se passe sur la suspension. C'est-à-dire que je rejoins complètement. On a parlé, les socialistes ont parlé de blessure démocratique. Pierre Rosanvallon parle à juste titre du fait que cette réforme des retraites en 2023, elle a cristallisé ce qu'il appelle l'esprit de la démocratie qui a été complètement abîmé. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu un divorce, je vais le dire comme cela, entre le pouvoir et le peuple. Parce que la posture du président de la République à ce moment-là a été absolument... il n'a pas été à l'écoute. Cette réforme était inique et il a été sourd à ce que les Françaises et les Français ont exprimé, ce que les syndicats ont exprimé, ce que les corps intermédiaires de manière générale. Donc ça a été extrêmement douloureux et je crois qu'on le paye aujourd'hui quand on parle de confiance rompue aussi dans la parole politique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, suspendre la réforme des retraites, ce qui a été annoncé très concrètement, ça veut dire que plus de 3,5 millions de personnes concernées par cette suspension de la réforme, vont pouvoir arrêter de travailler. Gaëtan Dussaucet. Donc, c'est très concrètement. Pardon, je vous laisse terminer, mais je vous très concrètement, ça touche des Françaises et des Français concernés par cette annonce-là. Et je crois que c'est pas anodin quand même de pouvoir poser-leur la question. Ils vont pas vous dire que c'est faux. Alors, d'abord, la première chose qui est fausse, c'est les chiffres que vous avancez. Ce n'est pas 3,5 millions de Français qui vont être touchés par cette suspension. Il s'agit non pas d'une suspension, c'est-à-dire qu'on n'en revient pas sur l'âge légal de départ à la retraite, on reporte uniquement à 2027 l'application de cet âge légal de départ à la retraite. Donc, en réalité, c'est entre 700 et 800 000 Français qui vont y toucher. L'économie... c'est-à-dire plus ou moins l'argent qu'on va rendre aux Français, c'est de 300 à 500 millions d'euros d'ici 2027. Quant au même moment, pour 2026, c'est 3,8 milliards d'euros que l'on va faire peser sur l'intégralité des retraités français, quels que soient leurs revenus, du fait du gel des pensions de retraite. Je demande sur les chiffres l'arbitrage de Fanny Guinochet. Maintenant, si vous me permettez juste... Bon, allez-y, oui, je vous en prie, je finirai. C'est vrai que la question qui se pose, qu'on voit, c'est que les retraités, aujourd'hui, ils sont favorables, c'est les seuls à être favorables à une réforme des retraites avec un décalage de l'âge. Ils ne sont pas concernés. Mais ils se disent, au moins, ils sont déjà partis. Au moins, notre système et nos pensions, elles ne vont pas baisser. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même trouver l'argent et que le risque, c'est une baisse des pensions. La question, autant on voit du côté des socialistes, du côté du socle commun, même si on ne sait plus trop comment il faut l'appeler, et il y a eu des débats. Côté RN, quelle est la position concernant les retraites? Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, cette suspension vous la vouliez, non? Je préfère 100 000 fois la suspension à l'application, mais moi, ce que je propose est 100 000 fois mieux. C'est que nous faisons tomber le gouvernement jeudi prochain, nous partons sur de nouvelles élections législatives, et là, on pourra mettre en place non pas seulement la suspension de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, qui est profondément injuste socialement et inefficace financièrement, et nous ferons notre propre réforme des retraites qu'on a suffisamment défendue. Mais j'aimerais juste revenir... Attendez, pas 36 000 questions en même temps, s'il vous plaît. Juste pour que ce soit clair, vous êtes d'accord avec la suspension? Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec la suspension de la réforme des retraites. J'ai compris votre question, donc je vais y répondre immédiatement. Oui, mais vous la lecture de pensée. Vous êtes d'accord avec la suspension de la réforme des retraites, mais vous allez censurer cette décision? Parce qu'on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut abroger intégralement la réforme des retraites, ce qui sera 100 000 fois mieux. Mais je vais vous dire... Mais vous pouvez déposer un amendement pour l'abroger, par exemple. Je vais vous dire... Je peux répondre à la question ou vous allez tous la poser 5 fois de suite? Alors, je vous le dis très simplement et très sagement qu'en réalité...
la suspension de la réforme des retraites pour qu'elle puisse être adoptée, puisqu'apparemment les socialistes ont annoncé qu'il y avait un amendement de gouvernement, que vous aviez la garantie qu'il y ait un amendement du gouvernement qui sera intégré au PLFSS pour parvenir à cette suspension. Mais vous n'êtes sans savoir que pour que cette suspension et donc cet article qui sera ajouté par le gouvernement dans les discussions sur notre projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça veut dire que c'est l'intégralité du PLFSS qu'il faut voter. Et est-ce que vous allez accepter de voter à ce moment-là le doublement des franchises sur les médicaments ? Mais c'est bien le travail qui va s'ouvrir, c'est le combat qui va se faire. Il y a un moment donné, vous êtes en train de vous faire rouler dans la farine, c'est-à-dire qu'au nom de la suspension... Vous préférez abandonner le navire. Non, moi je préfère retourner aux urnes et donner la possibilité aux Français de donner un an d'avance à l'alternance et surtout de respecter la démocratie, parce que c'est ça qui est important. Vous abandonnez le navire. Vous savez, il y a un gros problème entre plusieurs groupes politiques, c'est la démocratie. Il y a juste un gros problème. Il y a juste un gros problème de morale et d'éthique dans notre pays. Juste une chose, vous, la réforme pure que vous souhaitez, c'est quoi? C'est le retour à 62 ans? C'est le retour à 60 ans? Je peux vous refaire très rapidement, si vous voulez, la réforme des retraites qu'on a proposée. On propose de mettre le paquet sur les carrières longues et les carrières les plus pénibles physiquement et psychologiquement. Donc, pour tous ceux qui auront commencé à travailler avant 20 ans, ils pourront partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. C'est largement le cas. Fini de ma présentation. Et ensuite, c'est un système progressif où on remonte jusqu'à 42,5 annuités. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on revient en partie sur la réforme Touraine, qui était une réforme socialiste, qui avait vu le nombre de trimestres de cotisation augmenter. Mais voyez-vous, moi je me mets à la place des Français qui nous regardent et qui regardent toute l'actualité parlementaire de ces derniers jours. Et je me dis, mais le problème moral et éthique dans notre pays est considérable. C'est-à-dire que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on répète à tout le monde que cette réforme, elle est injuste, elle est brutale, elle est inefficace, qu'on vous disiez, s'il vous plaît, revenez dessus parce qu'on est en train de parler, vous faites souffrir des Français, notamment, par exemple, des égoutiers. Les égoutiers, leur espérance de vie, c'est 64 ans. Quand vous augmentez de 2 ans en moyenne. Quand vous augmentez de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite, c'est 2 ans de vie à la retraite, c'est 2 ans à passer avec ses enfants, avec ses petits-enfants, que vous privez à des Français qui travaillent. Mais quand on avance ces arguments, si vous voulez bien, Madame Spilbou, quand on avance ces arguments qui reposent sur quelque chose de profondément humain, qui devrait vous toucher, vous aussi, vous n'êtes pas quelqu'un avec un cœur de pierre, bien là, il n'y avait personne pour nous répondre. Mais par contre, quand il s'agit d'éviter à tout prix les élections, de sauver la place d'Emmanuel Macron et de permettre à la politique d'Emmanuel Macron de se poursuivre, eh bien là, vous êtes précipité pour les négociations. Vous savez qu'une dissolution ne fera pas partir Emmanuel Macron de l'Élysée. Vous venez de vous reparlez d'Emmanuel Macron, mais une dissolution ne ferait pas partir le président de la République. Et surtout, elle ralentirait le pays. Je crois aussi que vous assumez ce soir de dire... 2 signes négatifs. C'est 2 signes négatifs une dissolution. C'est d'abord l'instabilité du pays vis-à-vis de tous nos partenaires européens, de ceux qui... C'est l'instabilité du pays, l'instabilité économique, ne pas avoir de budget. Et la deuxième chose, une dissolution, c'est à nouveau plusieurs mois de perdus, alors qu'on a, par exemple, vous parliez d'économie de la dépense publique, un projet de loi de lutte contre la fraude fiscale, sociale, qui est prêt, que le gouvernement va nous soumettre. On a un projet de loi sur l'équipement supplémentaire des polices municipales pour qu'elles puissent être plus efficaces pour les maires et les élus locaux. Et tout ça, avec votre dissolution... Il n'y a rien qui n'a avancé. Justement, avec votre dissolution, ça va être encore pire et ça va être 4 mois de perdus. Non, mais ce qu'on retient, c'est l'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'en plus, vous nous parlez de problèmes éthiques et moraux. Enfin, pardon, venant d'un parti qui a quelques sujets avec la justice, qui veut la dissolution, voire la destitution, voire la démission du président de la République, pour pouvoir faire passer sa loi d'amnistie pour sauver Marine Le Pen, parce qu'il faut quand même se dire les choses. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. D'un seul coup, vous sortez la censure, vous êtes pour la censure, vous êtes pour la dissolution, écoutez, Madame Godard, vous irez voir les étudiants. Gaëtan Dussaucet. Les macronistes veulent imposer le job étudiant. Vous irez voir les étudiants, vous irez voir les jeunes Français, vous leur expliquerez pourquoi demain on fiscalisera les jobs étudiants. Gaëtan Vous allez leur expliquer directement. Gaëtan Dussaucet, projetons-nous dans la matinée de jeudi, au cas où votre motion de censure soit rejetée. Ou celle d'un autre. Ou celle de la France Insoumise. J'en conviens, il y en a 2. Jeudi matin, c'est la vôtre en premier. Si votre motion est rejetée, est-ce que vous acceptez la méthode le corps nu de co-construction, de travail parlementaire, de le gouvernement propose, nous débattons, vous voterez? Je ne fais pas de politique fiction et moi, ma priorité, c'est d'abord de convaincre mes collègues parlementaires de la nécessité de censurer ce gouvernement et d'empêcher un budget injuste d'être appliqué dans notre pays. Donc ça, c'est ma priorité numéro 1. Mais par exemple, vous faites de la politique fiction quand vous imaginez que la dissolution vous permettrait d'être majoritaire à l'Assemblée nationale après des élections législatives. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que ce n'est pas de la politique fiction d'imaginer que vous seriez majoritaire à l'Assemblée nationale après des élections législatives anticipées? Mais
pareil, ça c'est de notre boulot de convaincre les Français. Et nous, contrairement à l'intégralité des partis politiques, nous avons confiance dans la sagesse et la sagacité du peuple français. Nous, on n'a pas peur de demander son avis au peuple français. Nous, on n'a pas peur de leur donner la possibilité. Et je veux dire, ce n'est pas un caprice du Rassemblement national. C'est ce qu'implique le respect des institutions et notamment de ce texte fondamental qu'est la Constitution de la Ve République. En cas de blocage institutionnel, lorsque vous n'avez pas de majorité, lorsque le pays est à l'arrêt parce que ce n'est pas une censure qui met le pays à l'arrêt, ce n'est pas des élections qui mettent le pays à l'arrêt, c'est l'incapacité d'avoir des majorités parce que tous les partis se sont mis d'accord hier avec un seul projet. Parce qu'on est entré dans une ère de tripartition peut-être aussi, non ? Ils n'ont pas mis en place un projet alternatif de l'autre côté. Nous, notre boulot, c'est de dire aux Français, si demain on retourne à des élections, si demain on retourne aux urnes, vous avez la possibilité de donner 1 an d'avance à l'alternance et de nous donner une majorité absolue qui nous permettra en effet de mettre en place des grandes réformes qui sont attendues et largement plébiscitées. Moi, je crois qu'il faut plutôt se préparer au travail en commission, en réalité. Moi, je fais partie de la commission culture et éducation. On va avoir le budget de l'éducation nationale, le budget de la culture, du mouvement associatif. On avait samedi à Lille et partout en France les manifestations du mouvement associatif, notamment les centres sociaux, maisons de quartier, qui ont des inquiétudes sur les arbitrages budgétaires. Donc, je partage peut-être une chose avec vous. Vous avez dit qu'il y a une inquiétude sur ce budget qui pourrait être injuste. Vous l'avez qualifié d'injuste. Bien sûr, on va tous être inquiets de ça. Et donc, ça va être le travail des groupes parlementaires de défendre les priorités, soutien au mouvement associatif, soutien à l'enseignement, à l'éducation, à la sécurité, et peut-être aussi de soutenir la baisse de dépenses de l'État sur un certain nombre de lignes, y compris peut-être les fraudes aux dépenses de santé, par exemple, sur lesquelles on pourra être d'accord, ou la réduction des agences, où on pourra être d'accord. Et je pense qu'il y a des amendements qui seront proposés, validés par le gouvernement, et d'autres où peut-être les groupes politiques seront d'accord et qui n'auront pas été proposés par le gouvernement. Mais il faut rentrer dans le débat, et je crois que c'est plutôt à ça qu'il faut se préparer aujourd'hui, parce que les acteurs de la société civile viennent nous voir, les médecins, les infirmiers dans le domaine de la santé, je parlais des acteurs associatifs tout à l'heure, pour faire valoir leurs amendements et leur préservation de droits au sein de ce budget. Donc on aura un débat sain. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus en débattre ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Demain, question au gouvernement. J'espère que vous serez là à 19h30 pour Chaque Voix compte. Nous, on sera là. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée à 23h30 et en replay sur le site lcp.fr. Dans un instant, c'est Débat Doc. Vous retrouvez Jean-Pierre Gracien. Moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur LCP Canal 8.